Donc à l'après-midi et je vais donner la parole à Monsieur Daniel Duclos. Donc il est docteur en vision par ordinateur. Daniel Duclos a plus de 25 ans d'expérience en R&D dans les systèmes de défense chez Safran. C'est le directeur technique de Safran Tech. Il est responsable de la feuille de route de recherche en mathématiques appliquées et intelligence artificielle. Il est fortement impliqué dans les communautés scientifiques françaises du domaine de l'IA et de la vision. Merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je vais... ça, oui, il faut que je... Voilà. Donc, je vais vous faire une petite présentation sur les sujets qui ont été évoqués ce matin, introduits ce matin, par l'orateur précédent, autour de la question de la confiance dans l'IA, et notamment... Et notamment la question aussi réglementaire qui découle, on va dire, de ces problématiques. Alors, juste en introduction, pour rappeler deux choses, et aussi dans la continuité de ce qui a été dit ce matin. Déjà, bon, donc, on parle de l'IA, mais en fait, l'IA, ça n'existe pas. C'est des technologies qui nous permettent de faire des choses qui s'approchent de l'IA. Et il y a toute une zoologie de techniques qui ont émergé depuis que techniquement l'objet existe, hein, depuis à peu près 70 ans, qui nous permettent de remplir des fonctions diverses autour de ces problématiques associées à l'intelligence. Donc l'IA, c'est un objet technique depuis la machine de Turing, on a l'habitude de le dire, hein. Et par contre, eh bien, c'est tout un tas de technologies, et c'est très important de se rappeler ça, ça ne se limite pas au LLM, ça ne se limite pas à ChatGPT, à l'IA générative, il y a plein de techniques qui se cachent derrière. Deuxième chose, l'IA, c'est aussi un objet culturel. Ça a été évoqué ce matin, mais ça fait à peu près 2000 ans que l'homme a peur de l'IA, quoi. D'accord ? Donc, il faut comprendre aussi que quand on discute de ces questions d'IA de confiance, il faut se retracer l'histoire de la relation qu'on a d'un point de vue culturel, d'un point de vue philosophique, sociétal quelquefois, avec ce concept d'intelligence artificielle. Donc là, j'ai juste illustré quelques jalons culturels autour de ça, mais voilà, on ne parle pas que de technique quand on parle d'IA, on parle aussi beaucoup d'autres choses. Alors, la première partie de mon exposé, je vais essayer de vous présenter pourquoi, en fait, les technologies dites de machine learning posent un problème de maîtrise de performance par rapport à des algos classiques. Moi, j'ai fait un cursus de computer vision, je suis matheux, ensuite je suis allé faire de la reconnaissance des formes, de l'analyse d'images. Donc j'ai appris tout un tas d'algorithmes classiques de segmentation, de classification, de clustering, de cas plus proche voisin, tout un tas de trucs comme ça, et pour lesquels la question de la confiance ne s'est jamais posée. Pourquoi aujourd'hui, avec ces technologies de machine learning, on a des problématiques de maîtrise de la performance? Alors déjà, ça réside d'abord fondamentalement dans l'objet algorithmique lui-même. Okay. Donc là, bon, deux illustrations très simples. Un algorithme, habituellement, quand on le décrivait, voilà, on avait des blocs qui faisaient des fonctions. On commençait par faire sur une image, on commençait par faire du filtrage. Après, on faisait de l'extraction de contours. Après, on pouvait compter des pixels. À partir de ça, on faisait des patterns de forme. Et puis, on mettait un classifieur. On décidait c'est un rond, c'est un carré, c'est un avion, c'est un chat, un chien. Bon. Ça, c'était la vision classique. La vision nouvelle, voilà, on rentre tout ça dans un réseau de neurones qui a des milliards de paramètres. La donnée rentre, elle sort. Donc là, déjà, on voit bien que la complexité de l'algorithme, dans les algorithmes classiques, elle résidait dans son exécution, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passait, il y avait des boucles, il se passait des choses comme ça qu'on arrivait mal à comprendre. Il y avait assez peu de degrés de non-linéarité, on les maîtrisait, mais voilà, la complexité était plutôt dans l'exécution. Regardez s'il n'y avait pas des boucles infernales dont on ne sortait pas, des choses comme ça. Là, ici, dans un réseau de neurones, l'algorithme, c'est vraiment straightforward, quoi. Vous mettez la donnée à l'entrée, vous allez le pousser vers la sortie. Le problème, ce n'est pas l'exécution, c'est les milliards de paramètres et la structure de l'algo. Deuxième problème, évidemment, c'est je m'excuse, les slides sont en anglais. Deuxième problème, c'est l'expression des exigences.
Avant, qu'est-ce que vous exprimiez? Vous aviez un système, il fallait faire une fonction, vous disiez, bah, remplis cette fonction pour reconnaître un véhicule, un objet. Bah, voilà, on exprimait la spécification du capteur, le système qui allait porter l'équipement, les conditions d'acquisition, les conditions de comment on avait pris les images, quel était le contenu, on modélisait le contenu, puis à partir de tout ça, quelles étaient les sorties qu'on voulait avoir. On écrivait les spécifications du système. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Avec le machine learning, les exigences, elles sont dans les données. C'est les données qui programment l'algo, c'est pas le data scientist qui fait le programme, c'est les données qui programment l'algorithme. Et donc là, fondamentalement, la question des exigences, c'est déplacer d'une expression intellectuelle de fonctionnel à une donnée mathématique, à des pixels, à des choses, à des data qui vont permettre d'entraîner le système. Autre point important, le domaine d'emploi. Quand on voulait faire un système qui fonctionnait opérationnellement, industriellement, ben, le grand enjeu, c'était de réduire au maximum les degrés de liberté. Parce que plus vous avez de degrés de liberté, plus le système il est complexe, plus l'algorithme il est complexe, plus vous allez avoir des difficultés à le certifier et à faire qu'il marche dans 99% des cas. Donc on était amené à contraindre, à travailler ces degrés de liberté, et donc en avoir un minimum possible et le plus connu possible. Et là, avec les technologies machine learning, on inverse le problème. C'est-à-dire, on en est à se dire, ah, mais c'est quoi l'opérationnel, le domaine d'emploi, c'est quoi j'ai l'algo et à quoi il va me servir? Voilà, c'est ça, on inverse la question. Et en plus, comme ça marche pas mal, on veut pouvoir l'utiliser n'importe où pour faire n'importe quoi. Hein, typiquement comme ChatGPT. Bon. Donc du coup, la question du domaine d'emploi, l'approche du domaine d'emploi est complètement radicale, est complètement différente. Et je suis face à donc des dimensions, un très grand nombre de dimensions, et en plus elles ne sont pas toutes connues, on sait même pas, on a du mal à imaginer toutes les conditions auxquelles aura à faire face le système qu'on est en train de déployer. Autre aspect, le cycle de développement. Bon, si vous êtes un ingénieur, bon, qu'est-ce qu'on fait? On applique notre bon vieux cycle en V. Hein. Je pars des specs, je fais de la conception préliminaire. À partir de ça, bon, je définis à peu près les grands modules de mon système. Après, je passe ça à la main à chacun qui va développer ces modules. Il va le définir dans son coin. Puis après, je réintègre, je remonte et je vérifie que mon système, en intégrant toutes les technologies, elle répond au spec du client. Bah, dans le machine learning, c'est pas du tout ça. Je développe un truc, je l'essaye. Ça marche pas, ça marchote. Ça me permet de capturer des données, je recommence et je reboucle dans le fameux MLOps là, et on a un truc toujours dynamique qui est complètement incompatible avec une démarche traditionnelle d'ingénierie. Après, il y a la question de la qualification. Comment vous allez vérifier les performances? Ben là, la bonne nouvelle, c'est que ça ne change rien. Bah oui, parce que vous voulez vérifier une fonction. Bah, si vous êtes, comment dire, la logique veut que vérifier en tant que client, vérifier le fonctionnement du système est agnostique de la technologie qu'on vous propose. C'est-à-dire, vous ne voulez pas définir votre plan de recette, votre plan de qualification de votre système à partir de la technologie qui y répond, mais bien des fonctions que vous voulez réaliser. Donc en fait, là, la bonne nouvelle, c'est que ça ne change pas. On va se donner des sets de données, puis on va vérifier si les specs elles sont remplies ou pas. Okay. Après, on a un autre problème, beaucoup plus aussi fondamental derrière, c'est tout ce qui concerne l'analyse des risques. Puis j'y reviendrai dans la suite de l'exposé. Hein, quand on faisait l'analyse de risque sur un algo classique, hein, qu'est-ce qu'on regardait? Ben, on allait faire les fonctions, on allait essayer de trouver faire l'analyse des pires cas d'exécution, on allait essayer de comprendre comment se propager les incertitudes d'une boîte à l'autre, on allait essayer voilà, de voir si on avait même des propriétés formelles, on était capable de mathématiquement démontrer certaines propriétés sur l'algorithme. Là, aujourd'hui, on est même, la plupart du temps, incapable de qualifier les propriétés qu'on attend du système. Comment on va vérifier que le système fonctionne ou pas? C'est un enjeu en soi. Un système d'IA génératif, comment vous allez vérifier qu'il délivre la performance que vous voulez? Hein, c'est une question... En elle-même, c'est une question. Et quels sont les risques associés à ça? Ben, on se retrouve ici avec, bon, c'est bien connu, hein, bon, c'est de moins en moins vrai aujourd'hui, hein, mais les systèmes hallucinent, enfin, c'est le mot qu'on utilise, hein, globalement, et
Et puis, ils sont très sensibles à des petites variations. On l'a vu les premiers temps, vous ajoutiez des petits éléments dans l'image et tout d'un coup, votre système, il vous racontait n'importe quoi, et puis avec une confiance phénoménale, quoi. Vous avez, oui, c'est un chat, alors que vous avez une photo de chien, mais lui, ça ne le demandait pas, c'est un chat, quoi. Et je suis bien confiant là-dessus. Donc, ça ne marchait pas du tout. C'était très, très sensible. Pourquoi? Parce que c'est hautement non linéaire. Hein. Donc, et puis, identifier les pires cas, identifier ce qui peut se passer dans un système de centaines de milliards de paramètres, excusez-moi du peu, mais c'est un peu compliqué de comprendre qu'est-ce qui peut se passer sur ce genre de choses. Bon, donc, il y a une problématique d'analyse des risques et même d'évaluation de performance. Et ensuite, donc, le deuxième point, bon, là, c'est plutôt lié à on parle d'aéronautique, donc je vais revenir dans l'embarqué. Si je veux embarquer ces systèmes dans un calculateur, eh ben, aujourd'hui, je n'ai pas de calculateur certifié qui peut faire tourner de l'IA, c'est assez simple. D'accord? Ça n'existe pas. OK? Donc, du coup, je ne suis même pas capable de proposer un hardware, un calculateur qui aura les propriétés requises pour exécuter des fonctions critiques dans l'aéronautique en y mettant du machine learning. Alors, souvent, ce qu'on entend, les premiers réflexes, c'est de se dire, pas compliqué, mon IA, je vais lui faire passer le permis. Hein, c'est pas son brevet de pilote, pas de problème, elle va piloter. Hein, ça, c'est nécessaire, évidemment, il faut que ça remplisse la fonction, mais c'est absolument pas suffisant pour l'analyse de risque. Il va de soi qu'un permis de conduire, un permis pilote, c'est prévu pour des humains. Les humains, ils passent une épreuve qui correspond au risque qu'on essaie de qualifier quand on leur fait passer l'examen. Hein, une machine, oui, il n'y avait aucun problème pour piloter aussi bien, je veux dire, un système de simulation de vol, c'est un permis automobile, bon, il n'y a pas de problème là-dessus, hein, ça va y arriver très, 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 très bien aujourd'hui. Par contre, quels sont les risques inhérents à la technologie qui sont dedans? C'est pas passer le permis qui va vous permettre de les identifier, il faut comprendre les risques inhérents à la technologie, à ces modes de défaillance, pour faire une analyse du dysfonctionnel. Hein, il y a une différence entre comprendre que le système fonctionne et comprendre comment il va arrêter de fonctionner. Alors, en Europe, on va dire, on a la chance que la Commission européenne se soit saisie des sujets autour de la réglementation au début des années 2020, hein, à travers ce projet de régulation de l'utilisation de ces technologies d'IA, parce qu'ils se sont dit, voilà, on va avoir de l'IA partout, comment on va en maîtriser, je dirais, les usages, les risques, pour assurer la sécurité des citoyens européens. Hein. Donc, l'affaire, elle a commencé donc, en février 2020, où il y a eu une publication d'une volonté de la Commission européenne de réguler, donc de faire ce qu'on appelle aujourd'hui les AI Act. Et il se trouve qu'à la même période, donc, elle a décidé, je vous renvoie, j'aurai le même triangle que tout à l'heure ce matin là, sur les risques, pour les secteurs à haut risque, de déléguer aux agences réglementaires existantes la gestion de cette question sous leur gouvernance. Et c'est pour ça que l'EASA, l'Agence pour la sécurité aérienne européenne, a été mandatée par la Commission européenne pour travailler à la régulation de l'IA sur le secteur aéronautique pour les sujets à risque. Et donc l'EASA a publié vers 2020 donc sa roadmap en expliquant comment elle allait travailler sur la décennie à venir, hein, tout le long des années 2020, pour permettre à l'aéronautique d'avoir un cadre réglementaire et de certification qui nous permette de mettre de l'IA partout où on jugera utile de le faire, enfin saisir les opportunités offertes par l'IA dans le secteur aéronautique, en embarqué, dans le trafic, quel que soit le sujet, de la technique et le métier lié à l'aéronautique. Donc, s'il a permis, donc l'IASA a travaillé, hein, je passe assez vite, excusez-moi, et on va dire a produit avec l'écosystème industriel, avec l'ensemble des acteurs et les académiques aussi, ce qu'on a appelé des concept papers, en fait, donc a commencé à publier ses réflexions autour d'un certain nombre de niveaux d'autonomie, j'y reviendrai après. Il a noté que du côté américain, l'équivalent de l'EASA, la FAA, hein,
s'est saisi du sujet assez tardivement, puisqu'ils s'en sont saisis qu'en 2024, avec un certain retard. Hein, et un point de vue un peu différent. Bref. Et en tout cas, cette roadmap de l'EASA, elle se déroule, hein, et elle nous permet aujourd'hui de travailler tous ensemble à imaginer comment on va pouvoir, sans aucun compromis sur la sécurité des vols, sans aucun compromis sur la sécurité des personnes et des structures et tout ça, utiliser l'IA partout où ça amènera de la valeur et voire ça augmentera la sécurité. Donc là, c'est le même triangle que ce matin. Hein. Vous retrouvez les 4 niveaux de la Commission européenne. Et donc, pour le secteur aéronautique, eh ben, on a dit le secteur aéronautique, comme d'autres, c'est un secteur à haut risque. Hein. Donc, on va être dans la case, là, ici, le niveau 2. Et donc, l'EASA s'est saisi du sujet. Donc, aujourd'hui, comment ça se passe d'un point de vue réglementaire, en fait? On a ce cadre applicatif de la réglementation. Hein. Donc au-dessus, vous avez donc pour les IA déployés sur le territoire européen, donc vous avez les usages civils, les usages militaires. Donc l'IA-Act, il s'applique sur les usages civils, il ne s'applique pas sur tout ce qui concerne la recherche. C'est-à-dire, il ne s'applique la réglementation ne s'applique que quand vous déployez opérationnellement un outil au quotidien, enfin pour faire un usage opérationnel. Toute la partie recherche, R&D, test, POC n'est pas concernée. D'accord? C'est quand vous le déployez. Okay, que ça devient marrant. Ensuite, par contre, il s'applique dès que l'outil est déployé, avec là, deux types de questions. Ça nous ramène à la planche d'avant. Hein. Soit vous êtes dans les activités à haut risque et vous rapprochez de votre tutelle qui a l'habitude de certifier les systèmes, hein. Donc l'EASA pour l'aéronautique, mais dans les autres secteurs, c'est peut-être la même chose. Je suis désolé, ce n'est pas le mien, donc je n'en parlerai pas. Et à ce moment-là, donc on rentre dans ce type de choses-là. Et sinon, pour tout ce qui concerne, je dirais, notre vie quotidienne, y compris en tant que salarié, j'utilise ChatGPT ou Copilot sur mon bureau, sur mon PC, quand je travaille au quotidien, ou mes services RH utilisent des outils pour faire du tri de CV ou des choses comme ça, on tombe dans une analyse et sur le coût de l'IA. Donc, le message principal, c'est que je passe à mes collègues, c'est de dire, dès que vous déployez l'IA, vous tombez sous le coup de la loi. Mais ce n'est pas forcément la même loi. Vous allez répondre de côté de l'EASA, vous allez répondre de côté de l'IAC, mais vous ne pouvez pas dire, moi je vais passer au milieu et pas m'en préoccuper. D'accord ? Après, il y a les activités de défense. Les activités de défense, l'IAC, c'est pas la Commission européenne, ce n'est pas son périmètre de responsabilité, hein, donc il ne s'applique pas. Par contre, bien évidemment, tout le travail, je dirais, méthodologique qui a été mené depuis le début des années 2020 est bien sûr utilisé pour imaginer comment seront qualifiés des systèmes militaires. Et donc là, il y a, en France en tout cas, on s'appuie beaucoup là-dessus, parce que il y a une communauté aussi d'acteurs industriels. Hein. En général, les acteurs du militaire sont aussi des acteurs du civil. Hein. Et donc, on s'appuie aussi là-dessus pour imaginer quel pourra être le cadre réglementaire de qualification de ces applications militaires. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la réglementation européenne, elle se base sur une qualification d'acteurs. Si vous êtes fabricant d'IA, c'est-à-dire si vous concevez un système d'IA, si vous êtes distributeur, importateur, utilisateur, chacun a ses rôles et ses responsabilités, c'est très bien précisé. Et donc, il faut bien comprendre finalement quel est votre rôle, ou vos rôles, dans cette chaîne-là, pour comprendre qu'est-ce qui va s'appliquer à vous. Alors, la question donc, de l'IA de confiance là-dedans, en fait, la complexité du problème, c'est que ça recouvre énormément de thématiques. En tant qu'ingénieur, comme je l'ai dit dans la première partie de m'exposer, moi je vois ça très, on va dire bêtement, et je le vois en me disant, je regarde l'objet technique, c'est quoi les risques de l'objet technique? Mais il y a plein d'autres sujets, bien évidemment. Il y a les sujets éthiques, il y a les sujets de transparence, il y a les sujets d'acceptabilité. Et donc, vous avez dans cette rosace toutes les thématiques qui sont regardées concernant la question de l'IA de confiance. Donc, quand on adresse ces thématiques-là, évidemment, on peut avoir, selon les situations, à regarder un ou plusieurs de ces axes
d'analyse. Alors j'en reviens maintenant à l'approche proposée par l'EASA. Elle se base en fait sur les différents niveaux que vous avez sur la gauche de la slide. Dès le début, donc dès 2020, ils ont choisi de travailler avec différents niveaux on va dire, de surveillance de l'humain sur le système. Le premier niveau, c'est le niveau 1A, hein, c'est tout ce qui va être du traitement automatique de la donnée. C'est-à-dire, on est dans une augmentation humaine. L'IA sert à acquérir de l'information, à traiter de l'information. D'accord ? Et le niveau 1B, en plus de ce niveau-là, on va dire c'est un support à l'aide à la décision, c'est-à-dire que ça doit amener de l'information qui va aider l'opérateur à prendre une décision. Donc ça, c'est le niveau, on est dans l'assistance de l'humain. Hein. Le niveau 2, c'est plus un niveau collaboratif, c'est-à-dire vous avez un mix de responsabilités. Bon, globalement, pour imaginer, pour nous, c'est le copilote, quoi. C'est-à-dire le pilote est dans l'avion et à côté, il a quelque chose qui l'aide à piloter. Voilà. Hein. Donc on est dans une collaboration vraiment entre l'homme et la machine autour de fonctions. Ça, c'est le niveau 2. Hein. Et le niveau 3, c'est de plus en plus d'autonomie vers des systèmes full autonomes où l'humain n'intervient plus. Donc, tout le travail qui a été mené par l'EASA et l'ensemble des acteurs qu'elle a regroupés autour d'elle, hein, y compris scientifiques, ça a été de regarder pour chacun de ces niveaux et pour un certain niveau de risque, quelles pouvaient être les exigences à demander pour qu'on soit tous confiants sur le fait d'utiliser des technologies d'IA à ces différents niveaux. Et aujourd'hui, donc, à fin 2025, enfin, début 2026, on a adressé finalement les niveaux 1, 1B et 2, et en 2026, on devrait commencer de travailler sur la partie 3. Vous avez ici le schéma. Hein. L'idée étant que les industriels puissent commencer de proposer dès 2026 des solutions d'IA pour des systèmes non critiques autour de des niveaux 1 et 2. Alors, j'en reviens à l'aspect technique, en fait. Bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement de travailler l'IA de confiance? Alors, j'ai mis au milieu voilà, l'objet technique qui fait de l'IA, là, donc quel qu'il soit. Hein. Bon, voilà, ça prend des données, ça produit quelque chose, quoi. Comment on va travailler? C'est quoi les grands axes techniques sur lesquels on va travailler concernant la maîtrise et la confiance dans le système? Alors déjà, on va travailler au moment de la conception, d'accord? C'est-à-dire comment je conçois ce réseau que j'utilise au milieu, comment je conçois ce système, ces transformeurs, ces systèmes ces auto-encodeurs et autres, comment je les ai conçus, hein, et comment j'en maîtrise les propriétés. Alors idéalement, ce qu'on voudrait, c'est tomber dans la case du bas, un formal proof, c'est-à-dire d'avoir des preuves formelles de comportement, c'est ce que je disais. Si j'étais capable d'exprimer mathématiquement des bornes, des choses comme ça, eh ben, j'aurais pas de problème. Hein. Je saurais démontrer que mon choix d'architecture m'amène formellement des propriétés. Bon, ça, malheureusement, ce n'est pas le cas. Hein. OK, mais enfin, bon, on y travaille. Après, on va travailler sur le domaine d'emploi. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les données qui programment le système. Hein. Donc, c'est très important que les données d'apprentissage couvrent mon domaine d'emploi. Hein, et soit bien caractéristique de l'ensemble de ce domaine par rapport aux fonctions que je souhaite réaliser. Et je vais mettre en place des métriques sur ces bases de données pour vérifier leur complétude, leur représentativité, l'exhaustivité des scénarios et autres. Après, à l'autre bout, donc ça c'est la partie design, et à l'autre bout, je vais m'intéresser à la transparence, l'explicabilité, c'est-à-dire comment je vais être capable d'expliquer comment un système a pris sa décision, a fourni telle donnée, pourquoi il a reconnu que c'était un chat, sur quoi il s'est basé pour faire ça, sur quel système, sur quelle information il a utilisé, quel raisonnement il a tenu pour fournir une décision. Ça, c'est la partie transparence. Donc ça, c'est la partie design, hein, tout au début, tout au milieu. Ça, c'est le rôle des gens qui conçoivent de l'IA ou qui maîtrisent de l'IA, comme les data scientists évoqués ce matin. Hein. Et puis après, vous avez le déploiement.
Donc on fait l'évaluation, comme j'ai dit tout à l'heure, on va évaluer la robustesse, on va la tester, et puis on va regarder la confiance qu'on a dans les résultats fournis, les incertitudes et autres. Okay, et puis quand je vais le déployer, ben, je vais le surveiller, hein, parce que j'ai quand même pas complètement confiance non plus. Donc j'ai au moins intérêt à surveiller que les données d'entrée correspondent au domaine d'apprentissage, hein, parce que si je lui fournis des données qui ne correspondent pas, bah, il y a 9 chances sur 10 que le réseau de neurones ne lève pas la main en disant « Ah ben moi, écoute, je suis désolé, hein, là tu me demandes de reconnaître des chiens et des chats, puis tu me montres des oiseaux, je ne sais pas ce que c'est. » Et je pars, en général, ça ne se passe pas forcément comme ça. D'accord? Elle vous dit une réponse, et puis voilà. Hein. Des fois, comme j'ai dit, avec une confiance forte. Donc du coup, il faut le surveiller, ce système. Et notamment, il faut surveiller qu'il reste dans son domaine d'utilisation. Et on peut lui mettre aussi des thermomètres à l'intérieur, hein, parce que quelquefois, souvent, quand on lui donne des données qu'il n'a pas l'habitude, eh ben, on va activer des parties du réseau de neurones dans les 100 milliards de paramètres. Là, il y a des zones qui vont s'activer, qui n'ont pas l'habitude de s'activer. Et ça, en général, ça veut dire qu'on le fait travailler dans une zone où il n'est pas confortable. Hein. Voilà. Donc, on a toutes ces techniques pour surveiller le système en opération. Donc, quand on étudie la question de comment je vais disposer de systèmes d'IA sur lesquels j'ai confiance et comment je vais m'assurer que quand je les utilise, je peux continuer leur conscience, il faut regarder tous ces sujets. On a eu la chance, entre guillemets, en France, d'être précurseurs sur ces thématiques-là, à travers un certain nombre de programmes nationaux, hein, dans la stratégie IA nationale, hein, à partir de, voilà, ça a commencé, on va dire, à partir de 2017-2018, avec un grand programme qui s'appelait DEAL, donc à Toulouse, hein, qui a travaillé pour développer des outils, hein, pour regarder tous ces sujets et trouver des solutions techniques pour aborder ces sujets. Hein. Et ensuite, on a eu donc un grand programme national qui s'appelait Confiance.ai, qui a regroupé l'ensemble des industriels, énormément d'industriels de tous les secteurs, aéronautique, transport, énergie, automobile, et les académiques pour monter en compétences et trouver des solutions. Hein. Et ce programme Confiance.ai, donc, il a été précurseur au niveau international. Hein, c'était le premier programme d'ampleur sur ces thématiques-là. Et donc, il a fait il y a eu donc plein de gens s'en sont inspirés pour faire des programmes équivalents en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne et autres. Et on continue bien évidemment de travailler sur ces sujets parce que la question fondamentale, c'est que des solutions techniques pour faire ça, je ne les ai pas aujourd'hui. Ça reste de la recherche. Hein. Donc, les gens émettent beaucoup d'énergie pour les milliards de milliards investis là, au milieu. Là. Ça sert à développer la partie blanche, ça ne sert pas à faire le reste. Hein. C'est-à-dire, vous allez voir les gens qui développent ces grands LLM ou autres, hein, les questions tout autour, ça les concerne, mais assez marginalement, on va dire. Hein. Ils sont surtout intéressés pour faire la performance de la case du milieu. Hein, voilà. Donc, du coup, il y a besoin de solliciter l'ensemble des acteurs scientifiques pour trouver des solutions, pour arriver à faire ce cycle et maîtriser complètement les outils d'IA qu'on a besoin d'utiliser au quotidien. Voilà, donc ce que je voulais, je m'excuse, c'est très rapide, hein, mais évoquer avec vous ce matin, à la fois la question de savoir c'est quoi les vrais, pourquoi on doit faire un travail de différent, pourquoi ces algorithmes d'IA ne sont pas des algorithmes habituels et pourquoi ça pose des questions pour en comprendre le fonctionnement. Hein, et clairement, à titre personnel, je pense qu'on ne peut pas déployer de l'IA sans comprendre comment ça marche et sans avoir confiance en elle. On prend d'énormes risques. Hein. Donc, il ne va pas y avoir d'IA, que ce soit à titre privé ou professionnel, je suis désolé, mais il ne faut surtout pas croire ce que vous dit ChatGPT, quoi. Sinon c'est mal parti, quoi. D'accord, pour vous baratiner, pour vous dire des trucs, pour vous dire que vous êtes bon, vous avez posé une excellente question. C'est très bien. 99,9% du temps, il va vous donner une réponse pas trop bête, mais quand ça importe vraiment, faites attention quand même. Hein. Prenez du recul et allez vérifier. Okay, ensuite, donc, il y a beaucoup de recherches, de plus en plus de gens s'intéressent à la maîtrise de ces technologies, ce qui n'était pas le cas dans la décennie précédente. Hein, donc là, aujourd'hui, quand vous allez dans les grandes conférences, de plus en plus de personnes s'intéressent à ces sujets, parce que ça répond à une problématique sociétale. Je veux dire, les gens, comme je l'ai dit, j'ai commencé à le dire, ça fait à peu près 2000 ans qu'on a peur de l'IA, donc les gens, ils n'ont pas confiance. Donc pour donner confiance, il faut travailler le sujet, y compris techniquement.
on essaie d'adresser du point de vue réglementaire la question du risque, c'est-à-dire quel est le risque. Déjà, c'est la première question, c'est quoi les risques, hein, et ces risques, comment je peux les réduire le plus possible pour qu'ils soient acceptables pour tout un chacun. Hein. Donc on travaille donc avec l'EASA pour voir tout ensemble, au niveau du secteur aéronautique, comment tous ensemble et de confiance utiliser ces technologies, partout où ça aura du sens pour nous, hein, avec un enjeu quand même, c'est ce que j'ai mis ici, là, c'est qu'on veut intégrer l'IA dans l'aéronautique et pas l'aéronautique dans l'IA. Hein. Ça, c'est aussi important de s'en rappeler. L'aéronautique est un des secteurs les plus régulés du monde. Hein. On a une très très forte culture de régulation, très très bien installée, ce qui nous permet tous de prendre l'avion à peu près en confiance, on va dire. Hein. Donc, on va voir comment rentrer l'IA comme une technologie dans ça et pas l'inverse. Hein. Et puis, c'est un exercice, pour amener au thème de la journée, c'est un exercice hautement pluridisciplinaire, parce que pour faire ce travail, vous avez besoin de mettre ensemble des gens qui sont spécialistes de la sécurité aéronautique, spécialistes des processus, voire spécialistes de la doc, hein, et des experts d'IA qui vont dire, bah, moi, les risques, ils sont là, et comment on arrive à travailler ensemble. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Passionnant. Est-ce qu'il y a une question? Non. Eh bien, que votre exposé fut fort bien compris. Oui, merci pour votre exposé. Oui, j'aurais une petite question sur... alors, j'ai un petit peu du mal à définir les IA que vous avez exposées. J'imagine dans l'aéronautique, c'est des IA spécialisées. C'est pas forcément des LLM qui réfléchissent certainement pas. Conceptualiser. Donc, du coup... J'ai coutume de dire, moi, le jour, on m'expliquera que j'ai chassé Billy dans un avion, je ne monte plus dans l'avion. Hein. Donc, par contre, je pense que dans les bureaux, peut-être qu'on est intéressé à ce que l'information ne parte pas vers l'IA cloud, etc. Ouais. Donc là, on peut imaginer une IA plus modeste, entre guillemets, en capacité, mais capable de surveiller les échanges et puis de dire ça sort pas vers le cloud. Ouais. J'imagine que c'est des choses comme ça sur lesquelles vous réfléchissez. Oui. Mais au-delà de ça, vu que vous avez parlé de l'IA Act, ouais, qui est un véritable frein à l'innovation dans le domaine de l'IA, puisque tout objet que l'on va développer sur la base de ces technologies, s'il a une conséquence sur la vie humaine, ce sera celui qui l'a produit, qui va être a priori poursuivi. Et donc, du coup, se pose la question dans l'aéronautique, comment ça va se traduire, sachant que l'intelligence artificielle, mais l'automatique est déjà dans l'avion depuis longtemps avec les autopilotes, et que la petite part d'IA, c'est peut-être le temps de vol du pilote, par exemple, quand il est en conduite, en pilotage libre. Et du coup, c'est ce passage-là qui vous intéresse précisément, ou c'est-à-dire confier les rênes complètement de l'appareil Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs objets oui, dans votre question. Oui, et la dernière question, c'était l'alignement, quoi. C'est-à-dire, alors l'alignement, c'est-à-dire, si je pense en particulier à l'armement, si tout à coup il y a des décisions à prendre, si elles ne sont pas humaines, comment l'IA est alignée pour opérer une décision majeure et critique. Voilà, c'est ça. Alors, je vais un peu répondre dans le désordre, vous m'excuserez. Premier point, je pense que c'est ma conviction personnelle, vous ne pouvez pas déployer des IA sans vous préoccuper de... Pardon, excuse-moi. Oui, je dis, ma conviction personnelle, c'est que vous ne pouvez pas déployer des outils d'IA sans vous préoccuper des risques que ça induit. Donc quand vous dites, c'est un frein à l'innovation de vouloir savoir si déployer... Moi, je déploie de l'IA et je ne me préoccupe pas de savoir si ça va faire mal aux gens ou la façon dont ça peut provoquer des catastrophes. Vous êtes un peu irresponsable, hein, ok ? Mais oui, mais ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, moi, en tant que citoyen européen, ce n'est pas parce que tous les autres font des conneries que moi, je suis obligé de faire pareil. Et la compétitivité... Non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un champ d'action. On peut inverser le problème aujourd'hui. C'est aussi ce qui a été... C'est pour ça que les politiques, ils soutiennent les industriels et la recherche sur ces sujets. C'est parce qu'on a... Ok, d'accord, on n'est pas obligé de faire le Far West américain. Ok, ce n'est pas une obligation. Donc, donnons-nous des moyens de faire correctement des IA sur lesquels on sait comment ça marche. Et c'est ça qui va nous différencier aussi. D'accord ? Alors,
Oui, mais vous n'êtes pas. Soyez seulement confiants. Enfin, le message principal, c'est ce que je vous dis, c'est s'il n'y a pas de risque, c'est-à-dire vous pouvez vous interroger ChatGPT toute la journée pour lui demander des trucs. Si ça n'a aucun risque pour vous, pour votre famille, pour vos biens, pour votre argent, bah, vous prenez les risques que vous voulez. Hein, vous pouvez lui demander, est-ce que moi j'ai mal à la tête, est-ce qu'il faut que je prenne tel médicament ou tel médicament, c'est vous qui assumez le risque. Alors, ensuite, il y a un autre sujet, c'est la excusez-moi, je change, parce que bon, on pourra en discuter, on ne va pas mobiliser. Oui, je pense qu'on va peut-être en discuter à la pause. Mais je vais lui répondre sur un autre point. La question, c'est comment vous gardez la main. Comment l'humain, donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. L'IACT met ELEASA dans déclinaison. Il n'y a pas d'IA déployée dont l'humain n'est pas la maîtrise. Au sens, je peux couper le bouton. D'accord ? Cette maîtrise, elle peut se traduire en temps réel, elle peut se traduire au niveau de la surveillance, elle peut se traduire à différents niveaux. Hein, vous pouvez avoir des systèmes autonomes, mais à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'ils sont au sens où vous pouvez avoir, comment dire, la surveillance humaine et la maîtrise humaine ne se traduit pas nécessairement par une interaction en temps réel avec la machine. Elle peut se traduire par des modes de surveillance, des modes de déploiement, où l'humain garde la main, surveille, contrôle ce qui se passe. Et ça dépend des applications. Je suis désolé, on va en rester là, mais on pourra en discuter. On en discute régulièrement pour comprendre comment trouver ce chemin qui va nous permettre de maîtriser ces outils. C'est des opportunités fabuleuses, hein, d'accord. Maintenant, comment on arrive à éviter la sortie de route. Mais c'est pas la seule question. Je vous dis, vous pouvez inverser la problématique en termes industriels. La question ne se pose pas comme ça. La question ne se pose pas comme ça. Merci. Bon. Point fort intéressant. Merci.